kettlebell, masse, deux outils pourtant sortis du fond des âges, mais complètement revenus sur le devant de la scène de la musculation et du fitness. Aujourd'hui, je suis avec Thibaut, personal trainer sur Lyon. On va vous montrer en quoi ces deux outils sont uniques et particulièrement pertinents à intégrer dans vos séances. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, on va vous montrer comment implémenter les kettlebells et les masses dans vos séances déjà existantes. On va commencer par vous montrer quelles sont les caractéristiques de chacun des outils. Alors Thibaut, tiens, je te donne la masse. Parle-nous de chacun des outils. Alors, premièrement, en ce qui concerne la masse, la chose importante à savoir, c'est qu'il y a une prise particulière. Elle fait 3 kg à vide. Je vais éviter les mouvements parasites et je vais avoir une tenue, si possible, proche de 90 degrés au niveau du coude et avec la main du dessus qui sera la main qui fera le plus gros des efforts dans les mouvements de rotation et les mouvements basiques de la masse. L'idée, c'est que je fasse de manière équilibrée de côté et donc une bonne prise me permet de partir dans de bonnes conditions pour tous les gestes à faire avec la masse. Avec la kettlebell, la prise est un petit peu différente. On parle de rack ici. Je vais m'assurer d'avoir toujours le dos de la main aligné avec l'avant-bras et d'avoir le coude enfoncé vers l'os de la hanche pour avoir une position stable et faire les mouvements de base comme les presses, comme les squats solides, pouvoir enchaîner après tout ce qu'on connaît avec cet outil. Avant de rentrer plus en profondeur dans ces sujets, je vais vous rappeler que tous les mardis matins, j'ai une newsletter exclusive qui s'appelle La Pépite. Tu es abonné à La Pépite? Évidemment. Il est abonné à La Pépite. Mais plus sérieusement, vous y retrouverez une fois par semaine une vidéo exclusive où j'y partage mon expérience acquise pendant 20 ans dans la préparation physique et la musculation. Cliquez sur le lien qui apparaît quelque part pour recevoir tous les mardis matins cette pépite exclusive. Ok, maintenant on voit bien que nos deux outils sont différents. Hein. Une masse et un kettlebell, c'est pas la même chose. Tu peux nous parler de la complexité des deux objets? Ouais, effectivement. Alors, en fait, comme vous avez deux charges qui sont différentes, on a un objet qui est beaucoup plus gros, dont le centre de gravité est plus proche du corps. Là, on a un objet beaucoup plus long, plus léger, dont les implications du centre de gravité ne sont pas les mêmes. Je vais avoir des gestes, entre guillemets, prenez bien ça avec des guillemets, moins complexes avec la kettlebell, mais plus lourds, et des gestes beaucoup plus complexes et plus fins avec la masse, parce qu'elle est plus légère. On a des questions de balistique et d'inertie qui ne sont pas les mêmes, et donc l'apprentissage aussi nécessite quand même pas mal d'accompagnement au départ, parce que dans les deux cas, ça demande pas mal de pratique. Avec la kettlebell, comme on a un objet plus lourd avec plus d'inertie, on va pouvoir taper à peu près l'intégralité du corps dans un entraînement, quand la masse aura un focus un peu plus orienté sur la force de préhension, les avant-bras, le tronc, oblique, dos inclus, le dos et surtout la stabilité des épaules. Dans un plan d'entraînement, on va surtout faire attention à utiliser le bon outil pour les bons objectifs. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous dire un mot sur les qualités physiques que l'on peut développer avec à la fois le kettlebell et la masse? Bien sûr, alors je vais commencer par le kettlebell. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première qualité qu'on peut développer de manière très générale, c'est la force. Au sens force générale, force qui transfère sur le reste de mes activités physiques. Et plutôt en kettlebell, force maximale aussi, au sens mécanique du terme. Avec la masse, je vais augmenter ma force générale, moins ma force maximale, ce sera plutôt ma force globale sur les muscles et les groupes musculaires engagés par la masse. C'est le poids de la masse qui est lourd, c'est pas la charge réelle de la masse qui va nous mettre en difficulté. Donc lorsque je parle d'augmenter ma force, par exemple dans les mêmes schémas de répétition que la force traditionnelle, en fait c'est ma force fonctionnelle qui va augmenter au niveau du tronc, au niveau des avant-bras, au niveau de la stabilité des épaules, au niveau du dos, mais je travaillerai jamais avec des charges aussi lourdes qu'avec une ou deux kettlebells, par exemple une dans chaque main. Au niveau du protocole, le plus sympa, le plus utile en tout cas et le plus efficace à mettre en place, il y a plein de méthodes, mais l'une des méthodes les plus efficaces, c'est ce qu'on appelle le ladder, c'est des échelles où j'augmente le nombre de répétitions au fil des séries. Soit je le traite, donc je fais une répétition à droite puis à gauche, puis deux, puis trois, puis quatre, etc. Soit je le traite comme un entraînement de force classique avec une récupération plus longue au milieu, soit je peux l'enchaîner complètement, et à ce moment-là, je vais rester quand même dans des fourchettes soit de force, soit même d'endurance musculaire quand c'est très long, ou voire même d'hypertrophie. En ce qui concerne l'endurance musculaire, là aussi les deux outils sont tout à fait possibles en termes d'utilisation. Ce qui va vraiment être sympa et fun aussi, ludique avec la masse, c'est que j'ai pas besoin de mettre lourd et je vais travailler mon endurance musculaire avec un temps sous tension qui est généralement compris au-delà d'une minute. Je vais choisir entre 1 à 2 mouvements que je vais cycler sans trop réfléchir au chrono qui passe, mais sur plus de 1 à 2 minutes en alternant la droite et la gauche. Avec une charge légère, je vais travailler mon inertie, je vais travailler mon côté balistique.
et simplement la physiologie va s'appliquer en termes de durée de l'effort. Pour la kettlebell, c'est le même principe. Je vais simplement pouvoir tenir un peu moins longtemps parce que l'objet est plus lourd, parce que l'inertie est plus importante. Dans les deux cas, pour vraiment être sur de l'endurance musculaire, ou même de l'endurance fonctionnelle ou endurance au sens large, je cherche des temps sous tension. Donc le temps sous tension, pour rappel, ça va être le temps que vous mettez par répétition, fois le nombre de répétitions que vous faites avant de poser l'objet. Exemple, une répétition qui dure 3 secondes fois 10 répétitions égale 10 fois 3, 30 secondes. C'est ça le temps sous tension. Exactement. Donc là, dans l'endurance, que ça soit en masse léger ou kettlebell, on va dire modéré, léger à modéré, je vais chercher plus de 60 secondes de temps sous tension pour être dans la bonne fourchette de l'endurance musculaire. On peut aussi utiliser le protocole du ladder, sauf que là, je vais éviter de poser l'objet, c'est-à-dire que je vais faire par exemple une répétition à droite, une à gauche, deux à droite, deux à gauche, etc. jusqu'à 5, je peux même redescendre jusqu'à 1 ensuite, 4, 3, 2, 1. Dans l'idée, ça me fait entre 1 et 2 minutes, et même si je prends très léger au niveau de la masse, je vais avoir un temps sous tension qui correspond au travail de l'endurance musculaire. Troisième qualité athlétique que je vais pouvoir développer assez facilement, c'est l'hypertrophie. Donc là, on va rester beaucoup plus traditionnel. Si je parle encore un peu technique de temps sous tension, l'endurance musculaire, c'était au-delà de la minute, pour faire simple. L'hypertrophie, la force en dessous de 30 secondes à 20 secondes. Et l'hypertrophie, c'est entre les deux, entre 30 et 60 secondes. Donc je peux toujours utiliser mon système de ladder, mais il va falloir être un petit peu intelligent sur le temps que je mets par répétition. On va dire par exemple 2 secondes environ sur la presse. Si je fais un ladder, j'ai besoin d'avoir environ 30 à 60 secondes de temps d'effort. Le plus simple, c'est d'imiter un petit peu les mouvements qu'on trouve déjà en musculation traditionnelle, à savoir, si vous voulez pas vous embêter ou vous débuter, un 3 séries de 10 par exemple, avec 1 minute de récupération, 1 minute 30 au départ. Ce sera physiologiquement très correct, ça vous permettra en plus d'acquérir un geste un peu mieux contrôlé. Le même exemple peut être employé avec la masse, c'est juste que là, vous aurez notamment des résultats en hypertrophie, au niveau, encore une fois, des muscles engagés par la masse selon son poids. Si vous faites les gestes très lentement, par exemple sur une série de 10 où je vais pratiquer mon quad bazooka ou mon squat torche par exemple, si je pratique en série de 10 avec une charge suffisante, j'aurai, dans l'exemple du squat, pas forcément autant d'hypertrophie qu'avec une kettlebell, mais j'aurai des résultats musculaires dans les muscles engagés efficacement avec la masse. Donc toujours les avant-bras, toujours la stabilité des épaules, la force du tronc, la force du dos. Quatrième qualité que je peux développer, notamment avec la kettlebell, c'est la puissance musculaire, avec des gestes beaucoup plus explosifs, hein, comme les swings, comme les snatchs. Ce qui est facile à faire avec la kettlebell, c'est l'explosivité, parce que l'inertie et encore la charge me le permet justement. Avec un objet comme la masse, j'ai beaucoup plus besoin de contrôle moteur, de suivre l'objet et de suivre la masse des yeux et des doigts. Donc travailler mon explosivité. Du fait de l'inertie, ce sera un peu plus compliqué. On est plutôt dans un travail de précision ici avec la masse. La kettlebell, notamment avec les 3 gestes explosifs fondamentaux de la kettlebell, le swing, le snatch et le clean, qui se ressemblent un peu, hein, c'est le même pattern de hinge, vont vraiment me permettre de renforcer mes fléchisseurs de hanche, de renforcer mon dos, de renforcer la stabilité de mon tronc, la puissance explosive, hein, justement. Tu disais que ça renforçait les fléchisseurs de hanche. Tu peux développer un petit peu? Ouais, alors ça, donc c'est pas moi qui le dis directement, je tiens un petit peu de Pavel Tsatsouline, le russe qui a introduit la kettlebell en Europe. Les Européens, nous, on est assez connus pour avoir un psoas, des fléchisseurs assez raides. On marche un petit peu la tête en dedans. Le fait de faire des gestes de hinge explosifs vers l'avant, comme le swing, le snatch, les cleans, avec la kettlebell, ça va petit à petit renforcer mon psoas et me rendre ma posture verticale, avec une bien meilleure stabilité au niveau de mon bassin et de mon psoas et de mon verrouillage des hanches, justement. Que ce soit le travail de force, que ce soit le travail de puissance, hein, parce que c'est le geste lui-même, c'est le pattern lui-même qui en fait me fait retrouver un dos droit, un des érecteurs de colonne aussi très redressé et des extenseurs beaucoup plus poussés vers l'avant, justement. Des fléchisseurs, tu veux dire? Des fléchisseurs, oui, pardon. Du coup, ça me fait rebondir sur la question suivante. On parle de clean, de snatch et tout. Ça, c'est des mouvements, l'arraché et l'épaulé, qui sont à l'origine liés à l'haltérophilie. Tu peux en dire un petit mot? Effectivement, c'est une très bonne remarque parce que quelqu'un comme moi qui était justement vachement raide des fléchisseurs de hanches, j'avais du mal à comprendre ce qu'on appelle la triple extension hanche, genou, cheville en haltérophilie. Des mouvements comme le swing vont vraiment vous aider à comprendre la synchronisation, même le souffle, pour dégager de la puissance des hanches. Et à partir du moment où vous comprenez que vous pouvez le faire vers l'avant, vous comprenez aussi que vous pouvez le faire en diagonale et notamment en verticale. Et lorsqu'on
pratique même barre à vide après, si on est un petit peu touché à l'haltéro comme moi je l'ai fait pendant mes études, et ben on a beaucoup plus de puissance et d'explosivité verticale qui a été transférée par la kettlebell. Donc là où avec barre, le pattern n'est pas forcément des plus intuitifs à obtenir pour les débutants, la kettlebell, du fait encore une fois des forces dans l'inertie et la balistique, va vous permettre vachement plus facilement de comprendre un peu votre potentiel d'explosivité verticale, et ça transfère très bien pour ceux qui auraient du mal en haltéro sur ce sport avec barre justement. Merci beaucoup. J'ai aussi des qualités un peu plus indirectes qui vont être travaillées avec les deux objets. Ça va demander beaucoup de fluidité avec la masse, notamment donc les qualités en question, ce sera votre coordination, votre synchronisation. Un objet comme la masse va nécessiter pas mal de suivi des yeux, de toucher aussi au niveau de la main, même quand je transfère simplement l'objet d'une main à l'autre. Et à force de pratique, sans mettre lourd, sans jamais mettre lourd, je vais avoir en fait des réflexes plus affûté. Ma synchronisation musculaire aussi s'améliore. Avec la kettlebell, j'ai une plus grosse inertie, donc là encore, de toute façon, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, la balistique et l'inertie, elle a un côté un petit peu punitif, qui fait que par l'erreur, parce que je me trompe une fois et pas deux, je vais souvent améliorer mon geste, ma synchronisation, ma coordination, à cause pas d'une blessure, mais d'un petit choc, par exemple sur les genoux, sur l'épaule, quand je réceptionne en épaulé, d'un snatch un petit peu loupé. Et à force de répétition, même léger, je vais acquérir des automatismes d'ergonomie, des automatismes neurologiques qui vont me permettre d'avoir beaucoup de fluidité en très peu de temps. Parce que je peux pratiquer beaucoup de mouvements à la minute, tant que je mets léger. C'est plus la répétition du pattern qui est importante plutôt que la charge au début notamment. Et puisqu'au début, j'apprends techniquement les gestes et que je vais répéter comme si j'apprenais un solo sur une guitare, je vais avoir des acquisitions motrices qui sont très intéressantes et qui me donnent de toute façon des résultats et qui sont même transférables sur le plus lourd après. Et là, je l'aurai moins avec les barres et haltères, parce que les gestes, quand ils sont acquis avec une charge faible, grâce à une meilleure coordination et une meilleure synchronisation, je vais être capable beaucoup plus facilement, surtout avec les incréments en kettlebell de 4 kg, ou la grosse inertie, ne serait-ce qu'avec 1 kg de plus sur la masse, je vais être capable rapidement de transférer ces qualités athlétiques sur du plus lourd. On a aussi un travail vraiment très intéressant pour les deux outils. En termes de mobilité, le 360 que vous faites avec la masse, qui correspond un petit peu au mouvement du halo avec la kettlebell. C'est un mouvement rotatif autour de la tête. Il a par exemple énormément d'intérêt pour les épaules. Et vous avez indirectement un travail de mobilité des épaules et même d'ouverture de la cage thoracique lorsque vous pratiquez le 360. Vous pouvez aussi faire énormément d'exercices différents avec votre kettlebell, soit en échauffement, soit même en dehors de vos entraînements, pour augmenter votre mobilité, du fait que l'objet vous alourdit, change le centre de gravité. Ça va avoir énormément d'impact sur la longueur musculaire, vous pouvez travailler très léger pour avoir des gros bénéfices en mobilité tout simplement. Donc dans l'exemple de la mobilité, je peux juste faire un petit parallèle simplement avec la position de rack. Ici on parle de mobilité chargée, mais si je prends l'exemple du rack en kettlebell, ou même simplement de la tenue de la masse stabilisée en rack ici aussi. Donc rack c'est simplement la prise stable en français. J'ai indirectement une espèce de prophylaxie, de prévention de l'épaule, simplement parce que je suis en position d'anti-shrug. Et donc sans le vouloir, à chacune de mes répétitions, sur des presses, sur des clean and press, etc., sur des épaulés tout simples, ou dès que je m'apprête à faire un squat ici, je vais renforcer indirectement toute la stabilité scapulaire. Et je vais avoir énormément d'impact sur mes érecteurs du rachis, puisque si j'avais pas la kettlebell, je tomberais en avant, tout simplement. Donc ce qui m'empêche de tomber en avant, c'est mes muscles postérieurs. Le simple contrepoids, en fait, soit de la masse lorsqu'elle est portée suffisamment loin. Par exemple, sur un squat, si je me mets en position bras tendu, je garde le dos bien redressé et que je descends ici, ou même que je lâche une main, je vais avoir un énorme travail de stabilisation posturale de l'arrière. Et donc, en fait, soit hors entraînement, soit pendant l'entraînement, j'ai des facteurs très intéressants de redressement pour les deux outils, juste parce que je suis chargé par l'avant. Tu as dit anti-shrug. Tout le monde ne sait pas ce que c'est un shrug. Un shrug, un anti-shrug. Alors maintenant, tu vas nous dire un petit mot du flow. D'abord, le flow, c'est quoi? Alors, le flow, c'est très simple. C'est un mot pour se la péter un peu issu du street workout, du parcours, comme disent certains, ou d'un peu n'importe quelle discipline, où vous allez juste enchaîner les mouvements que vous connaissez déjà de la façon la plus fluide possible, sans transition saccadée. Voilà. Mais concrètement, comment on le met en place, ce flow? Alors, le plus simple, c'est de l'improvisation la plupart du temps, mais vous pouvez faire quelque chose de plus maîtrisé. Vous allez choisir entre,
Si vous débutez par exemple entre 3 et 5 mouvements et que vous allez les enchaîner là aussi toujours selon avec ce respect entre la droite et cet équilibre entre la droite et la gauche avec une transition si possible stylisée et vous enchaînez les mouvements comme ça de manière fluide pendant 3 à 5 minutes sur fond musical ou pas. C'est simplement beaucoup plus lent, beaucoup plus contrôlé, ça demande beaucoup plus de pratique aussi et c'est beaucoup plus fluide, c'est plus esthétique en fait. Le flow ça a un caractère très esthétique. C'est moins dans le but de développer particulièrement une qualité athlétique, dans le sens d'un protocole très arrêté. Là, si on parle de temps sous tension, vous choisissez entre 3 et 5 minutes et vous allez travailler avec une charge très légère, vous allez répéter des mouvements. Parfois vous êtes symétrique, parfois vous l'êtes moins, mais voyez plus ça comme un entraînement fun, à but cardio ou métabolique, que comme un entraînement vraiment ciblé. Ouais, en gros, le flow, si tu manges pas de champignons hallucinogènes, tu n'y arrives pas. Alors, on a fait un gros travail de compréhension du caractère unique de chacun des outils. Maintenant, dis-nous un petit peu si chacun des outils va plutôt sur un type de public particulier. Alors, bonne remarque, on a... Merci. On a un public beaucoup plus large pour la kettlebell, dans le sens où, toujours pour des questions de charge, d'inertie, d'accessibilité des mouvements, elle sera adaptée à un public débutant. Vous pouvez travailler avec des kettlebells qui vont de 4 à 6-8 kg au départ et vous allez pouvoir travailler lentement et apprendre toujours sur ce schéma de 1 à 5 reps à des publics débutants qui vont bien faire les patterns. Aussi pour l'échauffement, pour la mobilité, c'est plus accessible. Pour la masse, pour des raisons un petit peu mécaniques, notamment sur le 360, vous aurez pas mal de tremblements, pas mal de frictions dans les épaules, des torsions dans le buste aussi, dans la colonne. Donc pour ceux qui sont débutants en termes de schéma corporel, de mobilité aussi, peut-être thoracique, vertébrale ou même scapulaire, je le déconseillerais, ou en charge très légère. Maintenant qu'on a creusé tous les aspects des kettlebells et des masses, comment implémenter ces deux outils dans nos séances? Alors, je vais commencer par la kettlebell dans le sens où c'est peut-être l'outil le plus facilement implémentable. C'est simple, si ce n'est la forme qui change par rapport à des haltères et des barres, vous retrouvez le plus gros des mouvements et vous avez des charges adaptées pour travailler aussi bien dans l'échauffement que dans un travail de force. Donc si je prends l'exemple de la force ou d'endurance ou d'hypertrophie, si je prends l'exemple de la force, vous pouvez tout à fait substituer les mouvements de base déjà existants comme le squat, le soulevé de terre, les presses par des kettlebells. Sauf si vous êtes une grosse brute du front squat et que vous avez un squat devant, comme dit Olivier, de 180 kg, vous ne pouvez pas trouver des kettlebells de 90 kg, encore que c'est relatif. Mais si vous voulez apporter de la variété dans l'entraînement et changer simplement l'outil de travail avec un impact musculaire différent, vous pouvez n'importe quand remplacer votre haltère classique, votre barre classique par une double kettlebell, par une simple kettlebell et reprendre les mêmes patterns. Vous travaillez à ce moment-là avec les mêmes plans d'entraînement. Donc si on parle de la force, ça peut être le ladder comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être du 5x5 traditionnel, ça peut être des techniques un peu plus lourdes, avec des répétitions encore plus faibles, des temps de récupération beaucoup plus longues. Si vous visez la force maximale, effectivement, rien ne remplace la barre au sens de la charge absolue, mais la kettlebell reste très intéressante. Pour l'hypertrophie, c'est à peu près la même chose. Vous pouvez substituer les exercices de rowing, les exercices de squat, les variantes de fente avec la kettlebell, si tant est que vous avez une charge qui correspond vos performances en haltère, les protocoles sont les mêmes, les séries de 10 répétitions, de 12 répétitions, le temps sous tension qui correspond à la fourchette de l'hypertrophie ou de la force. Si je prends l'exemple de la masse maintenant, comme je l'ai dit auparavant, vous avez des implications mécaniques dans la ceinture scapulaire, même au niveau des avant-bras, sur la durée, qui peuvent causer des douleurs, etc. Plus le fait que le focus sur les jambes et sur en toute proportion gardée, le focus sur le bas du corps est un peu moins important qu'avec une kettlebell. Vous allez plutôt utiliser ça soit en fin de séance ou dans un petit entraînement type métabolique en fin de séance ou au cours de la semaine, où vous utiliserez des charges légères, vous inspirerez du flow ou des ladders dont je parlais tout à l'heure, ou éventuellement en échauffement avec le 360, avec des variantes de torche squat pour réveiller la colonne, avec des twists, partant d'un soulevé de terre par exemple. Mais par contre, l'erreur à ne pas commettre, notamment si vous débutez avec la masse, c'est d'en faire votre outil d'entraînement principal, duquel découle tout votre plan d'entraînement, pour des raisons d'équilibre musculaire en fait, puisque ça demande quand même pas mal de pratique, pas mal de stratégie aussi dans le choix des exercices, dans l'équilibre dans les séries, puisque ce
Ce qui change avec la masse, c'est le centre de gravité, mais si vous faites beaucoup trop d'un côté, vous aurez des déséquilibres musculaires assez marqués, vous pouvez créer des pathologies. Et vous allez aussi avoir des déséquilibres avec le bas du corps. Donc il y a énormément d'intérêt à l'utiliser pour ses points forts, c'est-à-dire la mobilité, le redressement postural, l'ouverture thoracique. Je vais le faire en conditionnement métabolique, je vais le faire en warm-up. Là où la kettlebell, je peux l'utiliser globalement pour à peu près tout, voire même en faire mon outil principal d'entraînement dans un plan global qui n'englobe que de la kettlebell, parce que les charges me le permettent. Avec cette vidéo, nous avons eu à cœur de vous montrer que chacun de ces deux outils est complètement unique et ne peut pas vraiment être remplacé l'un avec l'autre. Imaginez ça comme une boîte à outils. Dans une boîte à outils, vous avez plein d'objets différents, chacun a une fonction particulière et chacun est finalement indispensable. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous le montrer. En faisant quoi? En vous abonnant à mon compte Instagram, au compte Instagram de Thibaut aussi, que vous verrez dans le descriptif de cette vidéo. Et puis aussi, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, parlez-en autour de vous. Activez la cloche, hein, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos à venir. À bientôt, merci.